C'était l'arrêt dans le virage en pleine côte, que les chauffeurs de bus s'ignoraient, même lorsque très rarement s'y trouvait quelqu'un, une personne âgée ou parfois des collégiens, mais sans doute ces derniers s'y postaient-ils, gros sacs de chips ouverts en plein soleil, moins pour monter dans le bus réellement que pour pouvoir, une fois celui-ci passé sans s'être arrêté, insulter le chauffeur de tous les noms. « Hé, Kono, c'est un arrêt ta mère, tu crois quoi, qu'un arrêt c'est du beurre ?» Mais lorsqu'à l'inverse, les mêmes collégiens étaient dans le bus, ils se privaient pas de lancer identique insulte si trop zélé le chauffeur s'arrêtait à l'arrêt. « Tapette, pourquoi tu t'arrêtes, tu vas embarquer des fantômes, démarre, y'a son père, j'ai pas que ça à pas faire. » L'arrêt dans la montée était une sorte d'arrêt fictif, d'autant plus fictif qu'on s'approchait du terminus et qu'après le virage en côte ne restait plus que 2 arrêts qui desservaient la cité et le terminus qui partageait les derniers passagers entre ceux rejoignant les ultimes barres d'immeubles et ceux partant vers les premières maisons des avenues chic qui demeuraient ici, au bout de la cité après le terminus, en une suite calme de tournants où un bus de ville n'aurait pas pu passer. L'arrêt qui lui était symétrique, mais dans le sens de la descente, était bien un arrêt légitime, pas remis en question, quoique moins emprunté que d'autres stations de la ligne, et nulle loi tacite autorisait chauffeurs et passagers à s'en dispenser, ne bénéficiant pas, lui, de l'écrasant inconvénient géologique d'une côte pour justifier qu'on s'en passât, afin d'éviter un redémarrage lent, non seulement en montée, mais qui puisait dans un virage. Les passagers le disaient régulièrement, les riverains, cet arrêt est dangereux, il faut le supprimer, qui imposait rarement, mais suffisamment pour produire un accident, aux voitures derrière le bus de s'arrêter aussi. En effet, l'arrêt mettait un heurt, ou l'éventualité équivalente d'un heurt, dans la colline, et pour cette raison faisait l'objet fréquent de lettres de plainte. Si la municipalité ne le supprimait pas, c'était sans doute à cause de la résidence chic, dont l'entrée s'amarrait à quelques mètres de l'arrêt, en une deuxième côte arborescente dont la bouture prenait ici, à 2 mètres de l'arrêt diabolique, et c'était pour les habitants de les Philippines que l'arrêt existait. Le collège s'étalait entre 2 arrêts, celui après le portail des élèves et celui juste à la sortie du parking des professeurs, et les élèves savaient que c'était au premier qu'il fallait se poster, ce premier arrêt qu'il fallait rejoindre en courant depuis le portail, carnet de correspondance encore à la main pour attraper le bus, et qu'il ne servait à rien de pousser à pied jusqu'à l'arrêt suivant, au risque de voir 3 bus passer et ignorer l'arrêt, et de voir alors finir la côte à pied. L'autre loi tacite était, j'en ai pas parlé, mais sans doute faut-il que je le fasse, maintenant, d'autant plus que cette loi n'est pas sans doute sans rapport avec la première. Loi donc que l'arrêt étant 3 stations avant le terminus, le trajet collège-cité était un trajet implicitement gratuit, si court que quasiment garanti sans contrôleur, un trajet qu'on aurait pu faire facilement à pied, et les chauffeurs ne réclamaient jamais qu'on valide. Et sans doute cette petite gratuité clandestine de bout de ligne justifiait-elle en partie qu'on puisse se passer de cet arrêt un peu surnuméraire et que le collégien qui avait fait le mauvais choix de grimper jusqu'à l'arrêt du parking des professeurs, à part les quelques insultes brandies, ne se plaignait pas outre mesure de cette nargue que le bus pourtant leur imposait, de leur passer devant sans s'arrêter. C'était la rançon de cette gratuité qu'on doive ne pas espérer d'un bus qu'il respecte la loi des bus de s'arrêter aux arrêts prévus. C'était petite sauvagerie, et les collégiens, s'ils s'en battaient en cris selon l'endroit de la côte où ils se trouvaient, respectaient aussi, en leur fort intérieur, cette liberté-là, de bus un peu mafieux, qui pouvait ne pas tenir compte d'un arrêt. La côte elle-même est un objet géologique intéressant, qui offrait aux collégiens qui souhaitaient ne pas prendre le bus son double choix, de la fendre par les escaliers ou la longer par l'enroulement du trottoir, et si les deux destins d'escalier ou dénivelé étaient rudes, ils se départageaient selon différents critères. L'état des rotules d'abord, et ainsi voyait-on parfois depuis la vitre du bus des personnes âgées grimper la côte, et il fallait inverser notre propre logique en les voyant pour ne pas penser « Oh, comme est vaillante cette vieille !» mais bien plutôt comprendre « Cette vieille n'a pas les rotules assez souples et solides pour nos escaliers. » L'état des rotules donc, ou celui du jour ou de la nuit, les escaliers étant plutôt réservés au jour, notamment pour les femmes, car si la horde en colimaçon offrait l'avantage du raccourci par rapport à la côte, c'était aussi là le lieu des petits trafics, et le soir les femmes rejoignaient la visibilité plus lente de la côte. Ainsi l'arrêt presque imaginaire captait-il un ensemble implicite de lois et de choix, à ce point imaginaire qu'il n'était pas surmonté de la cage transparente des abribus qui ornent d'habitude les trottoirs. Sa signalisation sommaire, d'un simple poteau, avouait déjà le peu d'orthodoxie dont on pouvait ici faire preuve, troquant une loi, un arrêt mérite qu'on s'y arrête, contre un peu d'arrangement.